Alors, Laurent Lapchin, vous êtes scientifique, vous êtes l'adjoint, vous êtes le directeur scientifique adjoint de l'INRA. Vous faites partie de ceux qui n'expliquent pas à Jacques Moreno pourquoi ce qu'il fait fonctionne bien. C'est ça? C'est pas entièrement faux. Hein. Je partage, vous avez peut-être été surpris, mais je partage une grande partie du diagnostic qui a été fait tout à l'heure. La difficulté qu'on a, et on rentre d'emblée dans les freins, eh bien, c'est un peu de changer de braquet et de revoir certaines trajectoires de l'histoire des sciences, de façon à pouvoir effectivement prendre en compte un certain nombre de points qui ont été abordés par les uns et les autres depuis tout à l'heure. Alors, ce qui est intéressant, c'est de cerner l'état d'esprit du chercheur et du patron chercheur, du scientifique. Quel est l'état d'esprit des scientifiques à l'heure actuelle? Est-ce que ce sont des gens qui se disent il faut qu'on trouve des solutions pour cette planète et qu'on montre aux agriculteurs qu'il y a de nouvelles pistes, de nouvelles choses, etc. On va trouver ces insectes qui piquent ce que ça émet comme gaz et puis on va essayer de le faire et ça va écarter les insectes, etc. Enfin bon, des choses qui vont nous émerveiller. Ou est-ce que c'est regardons ce qui se passe et puis essayons de voir ce qu'il y a à prendre et les pistes que ça ouvre. Est-ce qu'il y a les deux? Quel est l'état d'esprit des chercheurs? Effectivement, il y a plusieurs grands axes qui déterminent cet état d'esprit du chercheur dont vous parlez actuellement. D'une part, l'interpellation de la société envers la recherche, elle est d'autant plus sensible dans un organisme de recherche dit finalisé comme l'INRA, qui, par nature, prend en compte ce genre de demande sociétale. Et puis elle interpelle les chercheurs qui sont en même temps des citoyens. Donc forcément, cette remise en cause un petit peu des habitudes de la science, elle est dans l'air du temps. Mais en même temps, une des difficultés, et on l'a bien vu avec le Grenelle, pour un chercheur, c'est de conserver une éthique et un mode de fonctionnement de son métier qui a des particularités. L'indépendance ? Alors, par exemple, je vais vous donner deux exemples assez flagrants. Parmi les écueils que le chercheur doit éviter, je vais en citer deux. Un, c'est les dogmes, et deux, c'est les consensus. Alors, les dogmes, si je prends, je vais faire presque l'avocat du diable, mais je prends l'agriculture écologiquement intensive, on peut imaginer de présenter ça comme un dogme. Demain, il faut que. Et il faut, à ce moment-là, le message qui est porté aux chercheurs, c'est de dire « montrez-nous que ». Or, le chercheur n'est pas là pour montrer que, il est là pour savoir si. Ce n'est pas du tout la même chose. Et puis, au niveau du consensus, je reprends l'exemple de cette assemblée aujourd'hui. On est sur le thème de l'agriculture écologiquement intensive. Tout le monde est à peu près sur la même direction, le même axe. Au Salon de l'agriculture, le dernier en date, l'INRA avait organisé un colloque sur la compétitivité. Là aussi, dans la salle, vous aviez un certain consensus, et je peux vous dire que ce n'était pas le même du tout. Donc, attention au consensus aussi. Donc, pour nous, si vous voulez, l'agriculture écologiquement intensive, ce n'est pas du tout un dogme, c'est une série de questions, en fait. Et c'est à ces questions qu'il est... Là, ça devient... Alors ça, le chercheur, quand il est face à une question, il se régale. C'est son job. Ah ben, c'est son métier, oui. Donc, du coup... est-ce que les chercheurs se disent, de toute façon, ce qu'on va trouver, ça sera nécessairement compatible avec tous les besoins de respect de l'écologie, ou pas? Parce qu'au fond, il y a des chercheurs qui ont quand même trouvé les intrants qu'on fout à la poubelle maintenant. Hein. On les met pas on les met pas à la poubelle, on les réfléchit d'une façon différente. Moi, je pense que je suis complètement d'accord avec ce que disait M. Rousseau tout à l'heure sur la démarche historique, si vous voulez. On a eu besoin à un moment donné de produire beaucoup, donc on a mis au point un schéma de production basé sur une certaine forme d'uniformisation du milieu, c'est-à-dire que par les intrants, par la forme de travail du sol, ce qu'on produisait à un endroit, pour rester au niveau métropolitain, un endroit de la France, était similaire à ce qu'on produisait à un autre endroit, avec ce qui permettait, par exemple, d'utiliser les mêmes variétés. Or de ça, aujourd'hui, on est obligé de sortir. Sinon, le schéma est saturé. On voit bien, par exemple, que les rendements notamment des céréales depuis une dizaine d'années plafonnent, et que s'il y a dans ce plafonnement une part liée au changement climatique, ou
à un certain épuisement peut-être du renouvellement des ressources génétiques, il y a aussi un système qui n'est plus complètement artificialisable. Et aussi parce que nous-mêmes, nous décidons de nous imposer, à juste titre, un certain nombre de changements dans les pratiques, parce qu'on a besoin de prendre en compte, et ça, je pense, on n'en a pas encore parlé jusqu'à présent, mais je pense que c'est quelque chose d'important, c'est que l'agriculture, c'est pas une bulle. Alors là, c'est impacté par le reste des appels et des signaux de la société, enfin du reste. Voilà, tout à fait, mais à la fois en entrée et en sortie. Tout à fait. C'est-à-dire qu'à la fois l'agriculture est impactée par les autres activités humaines, mais en même temps, elle-même joue sur ce qu'on appelle les services écosystémiques. Moi, on fait partie, en tous les cas, parce que c'est un service de production, c'est un des services, mais il y en a bien d'autres. Quand on parle de quantité ou de qualité de l'eau, quand on parle de gaz à effet de serre, quand on parle d'éléments pour la santé humaine, etc., voire plus loin d'aspects culturels et touristiques, etc., ce sont différents services, et l'agriculture est une partie déterminante de l'usage des écosystèmes, mais ce n'est pas la seule. Donc, si vous voulez, toute cette intégration-là, elle passe par là aussi. Bon, alors, est-ce qu'on a une stratégie maintenant dans les grands organismes comme le vôtre, une stratégie qui est décidément, abandonnant tout ce qui a été phase de taylorisation, de chimie, de mécanisation, enfin, tout ce qui signe une époque qui révolue depuis 15 ans. Hein, qui s'essouffle ou qui s'éteint depuis 15 ans, en tous les cas qui a montré sa limite. Est-ce qu'il y a une nouvelle stratégie qui s'impose dans les organismes comme le vôtre? Alors, tout à fait. Et là, on va retrouver à la fois les bases de la discussion d'aujourd'hui sur l'agriculture écologiquement intensive, et puis aussi, on va retrouver des jalons qu'a présenté M. Morino tout à l'heure. C'est assez frappant, parce qu'il a parlé de complexité. Tout le monde a parlé de complexité. Voilà. Tout le monde a parlé de complexité. Il était le premier à parler, donc il en a parlé en premier. Et en fait, c'est un des domaines clés pour nous, parce que l'agronomie, l'histoire de l'agronomie, depuis l'histoire des... Enfin, c'est lié à l'histoire des sciences, depuis Claude Bernard, voire avant, ça a été de dire, on fait des protocoles répétitifs, on change une variable à la fois, et on regarde ce que ça donne. Et ça... Effectivement, dans la vie courante et dans les questions qu'on aborde aujourd'hui, ce n'est plus possible. Donc il faut qu'on invente des systèmes à la fois d'expérimentation et aussi d'analyse, de modélisation, de traitement des données qui permettent d'aborder les choses d'emblée sous l'angle de la complexité. Le deuxième niveau qui a été abordé, c'est celui de transfert d'échelle. Alors, on a parlé de certains transferts d'échelle, donc notamment au niveau de ce qu'on appellerait le paysage, si vous voulez. Donc, un peu la mosaïque des productions, c'est quelque chose qui est déterminant pour beaucoup de fonctionnement écologique à cette échelle des paysages. Il y a le pendant de ça qui est la variabilité temporelle. Donc on a parlé des rotations, des successions, des associations, etc. Donc là, on est dans des transferts d'échelle parce qu'on a très longtemps raisonné à l'échelle de la parcelle et sur la durée d'une culture, et maintenant on est bien obligé de passer à autre chose. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Je parlais de services écosystémiques tout à l'heure. Si on veut faire, par exemple, la balance entre la régulation des gaz à effet de serre et la production agricole, je prends un exemple parmi bien d'autres, on ne peut pas s'arrêter à ce qui se passe dans une région, voire même ce qui se passe dans un pays. On est bien obligé, à un moment donné, d'intégrer ce qui se passe à l'échelle de la planète. Est-ce que si on fait du bio partout, dans un pays donné, on va impacter les contraintes de production ou la demande ou les marchés, ou via les marchés, ce qui se passe à l'autre bout de la planète? Et ça, il faut aussi le prendre en compte. Ça veut dire que là, on a encore d'autres niveaux d'intégration spatiaux et on a encore, je termine, juste d'autres niveaux d'intégration temporelle qui sont ceux de l'évolution. Alors l'évolution, ça nous paraît une affaire de millénaire, mais l'évolution, elle court vite. Quand vous avez un organisme nuisible qui devient résistant à un antibiotique ou à un pesticide, ça se passe à échelle de quelques mois, quelques années, voire plus court. Donc cette évolution, là aussi, elle s'exerce, et par les espèces invasives, etc., elle s'exerce à l'échelle de la planète. Alors, quand on vous écoute, on se dit, en fait, les scientifiques, ils vont plutôt avoir à donner des outils d'observation, de mesure, d'alerte, de tests, plutôt qu'à aller trouver des innovations agronomiques. Institut national de la recherche agronomique. Alors, c'est un peu vrai, sauf que ce n'est pas exclusif. C'est-à-dire que pendant le même temps, si vous voulez, on continue à avoir une démarche peut-être plus
plus dans la lignée historique de la recherche, qui consiste effectivement à aller à la chasse aux gènes ou à la chasse à telle caractéristique ou telle technique, et c'est forcément indispensable, et on peut aussi l'éclairer dans l'optique d'une autre approche de la production agricole. Donc c'est pas du tout incompatible. Mais effectivement, on a besoin de ces niveaux d'intégration, et il y en a un que je n'ai pas évoqué, mais qui est extrêmement important. Je suis un peu surpris qu'on n'en ait pas davantage parlé jusqu'à présent. Alors pour nous, ça s'appelle l'intégration interdisciplinaire, mais ça concerne... J'allais vous en revenir là, parce qu'il y a des choses fabuleuses là-dedans. Et surtout, ça présente des degrés de difficulté liées à l'histoire des sciences, aux contraintes finalement de ce que savent faire et ce que savent échanger les uns avec les autres. Donc on commence par le lien entre les disciplines de l'écologie et celles de l'agronomie, et il y a du boulot parce que c'est pas toujours facile de se comprendre. Et puis bien au-delà, et c'est encore bien plus difficile, les liens entre ce qu'on appelle ces disciplines biotechniques, si vous voulez, dans lesquelles je mets aussi bien l'écologie que l'agronomie, et puis ce qu'on appelle les sciences humaines et sociales. Donc l'économie, la sociologie, l'histoire, la géographie, qui ont chacun leur rôle important. Et quand on parle de stratégie, par exemple, de gestion des services écosystémiques que j'évoquais tout à l'heure, eh bien, on est bien obligé de prendre en compte simultanément ces différents regards. Et pour la science, c'est du boulot. Donc vous êtes obligé d'introduire des tas de transversalités, donc de la complexité dans vos habitudes. Vous aussi, vous êtes impacté par des choses qui changent très vite et qui vous obligent à des comportements que vous n'aviez pas l'habitude d'adopter. Vous avez oublié l'informatique. Les bineuses géopositionnées dont nous a parlé Hubert Garot hier, il y a de l'informatique là-dedans. Hein, donc, et vous avez des tas d'instruments de mesure et d'observation qui vont passer par des choses comme ça, des satellites. Alors, c'est une des clés du progrès dans toutes les questions de transversalité qu'on évoque. C'est pour nous de changer de braquet, là aussi, en matière de dispositifs expérimentaux. Donc on est obligé d'adapter nos dispositifs, comme je le disais tout à l'heure, aux approches systémiques, un peu multivariées. On est obligé de développer des outils à l'échelle des paysages, ce qu'on fait par exemple conjointement avec le CNRS et d'autres dans ce qu'on appelle des zones ateliers. On est obligé de développer des réseaux qui vont nous permettre d'aborder certaines variables à grande échelle, comme dans les réseaux de sol, les réseaux éco-phyto, etc., et d'autres. Et puis d'avoir effectivement des outils en termes de modélisation, de gestion, d'acquisition des données, depuis la génomique jusqu'à l'agriculture de précision, qui oblige à des approches, des regards différents là aussi. Et vous n'étiez peut-être pas là hier quand Maximilien Rouher a parlé de 50% des sols qui seraient consacrés à autre chose qu'à l'alimentation. Vos chercheurs alimentent aussi cet aspect-là des choses. Qu'est-ce qu'on tire de la biomasse ou de la photosynthèse au départ et qui va déboucher sur des plastiques ou toute autre application industrielle. Vous avez un collègue de Nantes qui nous a trouvé une molécule qui fait des produits détergents biodégradables et de la colle biodégradable. C'est ce qu'on appelle à partir du colza. Tout ce qu'on appelle la chimie verte. Voilà. Et il y a d'autres applications non alimentaires ou non directement alimentaires de l'agriculture. Alors après, là aussi, il faut qu'on rentre dans l'analyse de tout ça. Alors là, on est plus pour le progrès technique, disons, dans une démarche un petit peu plus traditionnelle de la recherche pour aboutir à telle innovation. Mais après, il faut aussi la raisonner par rapport au reste. Qu'est-ce qui se passe si on fait des biocarburants, par exemple, sur une grande partie des surfaces arables, etc. On revient au problème d'intégration que j'évoquais tout à l'heure. Alors, est-ce que vous avez, vous, par exemple, un comité d'éthique qui va faire en sorte que tous vos travaux, tous vos résultats vont être passés au crible pour dire quel impact on prend, on va plus loin, on arrête? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça chez vous? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a, d'une part, une tradition, et ça fait partie du métier du chercheur, c'est l'évaluation par les pairs. Donc, n'importe quel résultat de recherche dans toutes les disciplines, ou la plupart en tous les cas... L'Académie des sciences hier, ça. Passe par une démarche, une étape d'évaluation par les pairs du travail qui, d'une certaine manière, certifie la garantie et la qualité du travail qui a été fait, quel que soit le résultat qu'on trouve. Ensuite, il y a, à l'autre bout, je dirais presque, des comités d'éthique qui existent dans les organismes. Il y en a un à l'INRA. Et puis, il y a aussi d'autres éléments d'autorégulation, si vous voulez, qui passent par le partenariat,
et par justement le dialogue avec les partenaires, qui soient dans les conseils d'administration des organismes comme l'INRA, qui soient dans les comités d'orientation stratégique des grands programmes que l'on développe, comme ce qu'on a fait pour Ecofito R&D par exemple. Et là, il y a à chaque fois une forme de validation par le dialogue, qui s'ajoute à l'éthique du métier. Décidément, chez vous aussi, on retrouve cette notion de discussion. Et bien que vous soyez contre le consensus, hein, si j'ai bien compris. Ah, le consensus, c'est... Bon, mais il faut que vous soyez d'accord entre vous. Ce qu'on appelle un consensus. Se mettre d'accord, ça ne veut pas dire... un consensus. Ça veut pas dire être en permanence en consensus. D'accord. Est-ce que si on avait à vous arranger l'INRA parmi les leviers ou parmi les obstacles, vous l'arrangeriez où? En tant qu'organisme, ouais. Dans les leviers, forcément. Dans les leviers. Forcément. Sinon, je serais pas et là. les forts leviers. Bon, il faut bien détendre un petit peu l'atmosphère.